Sous les cerisiers en fleurs, Yuri Suzuki échangea son premier baiser avec son ami d'enfance, devenu son petit ami. C'était un souvenir précieux qu'elle n'oublierait jamais. De retour à la maison, sa petite sœur Amy la taquina avec enthousiasme. Yuri lui fit aussitôt signe de se taire. Son père lui demanda si quelque chose de particulier s'était passé aujourd'hui. Comme Amy était sur le point de tout lui révéler, Yuri fut tellement embarrassée qu'elle ne sut plus où se mettre. Même si elle en avait eu envie, elle n'aurait jamais pu raconter cela à son père. Elle avait toujours considéré Imuro comme un simple ami. Mais depuis qu'il l'avait embrassée, elle n'arrivait plus à penser à autre chose. Soudain, une épine surgit de la bonde de sa baignoire. Une main en sortit, tandis qu'une voix féminine murmurait « Je l'ai trouvé ». Aussitôt, d'innombrables mains commencèrent à l'entraîner sous l'eau, dans une scène digne d'un film d'horreur. Yuri appela à l'aide, mais il était déjà trop tard. Enfin, pas vraiment. Ses sœurs la retrouvèrent haletante, en train de s'étouffer après avoir avalé de l'eau. Elle sortit précipitamment de la baignoire et la contempla avec effroi. Plus tard, après avoir terminé un film, Yuri et Imuro se détendaient ensemble avant d'aller manger. Mais lorsqu'elle marcha dans une flaque d'eau, une main surgit soudainement et l'attrapa. Cette fois, elle l'emporta sans même lui laisser le temps de pousser un cri. Imuro resta complètement désemparé. Les mains continuaient de la tirer vers le fond. Yuri lutta de toutes ses forces avant de réussir à se libérer. Elle décida alors de nager en direction de la lumière. Les personnes qui la virent émerger de l'eau poussèrent des cris de frayeur. Leurs vêtements semblaient appartenir à une autre époque. De plus, ils parlaient une langue totalement inconnue de Yuri. Elle n'avait pas la moindre idée de l'endroit où elle se trouvait. La femme qui l'avait attirée dans ce monde déclara que, puisque Yuri s'était échappée, elle devait forcément se trouver près de l'une des 6 sources restantes. Il devait absolument retrouver cette jeune fille. Yuri se mit à courir à travers cette ville à l'apparence ancienne, se demandant où elle était et où Imuro avait bien pu disparaître. En atteignant un point plus élevé, elle comprit que cet endroit n'avait absolument rien à voir avec son monde. Elle se persuada qu'elle était en train de rêver. Ce ne pouvait être qu'un mauvais rêve. Elle ferma les yeux, puis les rouvrit. Rien ne changea. Elle s'effondra au sol, incapable de comprendre ce qui venait de lui arriver. Peu après, des gardes se lancèrent à sa poursuite. Elle reprit aussitôt sa fuite, courant aussi vite qu'elle le pouvait, jusqu'à heurter un homme vêtu d'une cape. L'homme retira sa capuche, révélant une chevelure dorée, des yeux d'or et un regard froid et impassible. Alors qu'elle n'avait plus aucun endroit où se cacher, il l'attira soudain contre lui et l'embrassa. Les gardes s'arrêtèrent devant la cape tombée au sol et demandèrent à l'homme s'il avait vu une jeune fille passer par là. À cet instant, Yuri comprit soudain tout ce que les autres disaient. L'homme aux cheveux d'or leur répondit « Désolé, je n'ai vu aucune autre jeune fille. Quand je suis avec la femme que j'aime, toute mon attention est tournée vers elle seule. » Ils comprirent qu'il s'agissait du prince Kayel Mursili. Malgré toutes leurs questions, celui-ci leur répondit qu'il ne savait absolument pas de quelle jeune fille il parlait. Il leur déclara simplement qu'il se trouvait en compagnie de la femme qu'il avait enfin réussi à séduire et leur ordonna de partir. Une fois seule, Kayel demanda à Yuri de quel pays elle venait et ce qu'elle avait bien pu faire pour être poursuivie par les gardes de la reine. Yuri comprit rapidement qu'elle était capable de comprendre leur langue parce qu'il l'avait embrassée. Kayel lui demanda ensuite si elle avait été offensée par son comportement. Il ajouta que, si cela ne lui suffisait pas, il pouvait aller jusqu'au bout. La femme avec laquelle il devait passer la nuit ne s'était finalement jamais présentée. Yuri détestait cette situation et se remit aussitôt à courir. En arrivant dans les rues de la ville, une femme poussa un cri. « C'est la jeune fille qui est apparue de la source !» Les gardes l'arrêtèrent immédiatement. Yuri se mit à appeler à l'aide. Une fois enfermée, la femme qui l'avait attirée dans ce monde, la reine Nakia, déclara qu'ils avaient été imprudents en laissant les habitants la voir. Ils devaient désormais aller jusqu'au bout de leur plan. Affichant un sourire inquiétant, Nakia souhaita la bienvenue à Yuri à Atusa.
Yuri lui demanda pourquoi elle l'avait amené ici. La reine lui ordonna de se taire. Mais Nakia lui répondit qu'en tant que reine, consort du royaume et grande prêtresse du temple, rien ne lui était impossible. À cet instant, une servante entra précipitamment dans la pièce. Elle annonça que le roi allait arriver d'un instant à l'autre. Ayant appris les troubles qui avaient éclaté en ville, le mystérieux complice de Nakia lui rappela qu'il ne pouvait absolument pas laisser le roi découvrir l'existence de cette malédiction. Nakia décida donc d'agir rapidement et plaqua sa main sur la bouche de Yuri. Le roi demanda à Nakia pourquoi la jeune fille apparue de la source était retenue prisonnière dans cette pièce. Nakia lui répondit qu'en tant que reine, consort et vénérable grande prêtresse du grand temple, les sources étaient des dons de Teshop, le dieu des tempêtes, et qu'elle relevait de l'autorité de son temple. Au fond d'elle-même, Yuri ne faisait qu'implorer le roi de la sauver. Nakia ajouta qu'elle avait l'intention d'offrir cette jeune fille au dieu des tempêtes, afin d'obtenir ses Nakia, déclara alors que la cérémonie aurait lieu dès le lendemain. Les habitants ne comprenaient ainsi pas ce qui se passait. Ce jour-là n'était même pas un jour de fête religieuse. Le roi prit place pour assister à la cérémonie. Les larmes de Yuri ne cessèrent de couler. Elle allait vraiment mourir ici. C'est alors que le troisième prince, Kyle, fit son entrée. Toutes les jeunes femmes poussèrent des cris d'admiration. Yuri se demanda s'il pourrait peut-être l'aider. Pendant que plusieurs personnes la maintenaient immobile, Nakia récita une prière de bénédiction. Au moment où le bourreau leva sa hache et la battit, Kyle lança sa coupe, qui heurta l'arme et la fit dévier. Il s'opposa immédiatement à l'exécution. Malgré les protestations de Nakia, il expliqua qu'il était intervenu afin d'éviter qu'ils n'insultent leur dieu. Après avoir retiré le bâillon qui couvrait la bouche de Yuri, il demanda à son père de confirmer qu'une offrande destinée à Tesho devait être pure et immaculée. Le roi confirma que c'était bien le cas. Kyle déclara alors qu'il ne pouvait pas permettre que la cérémonie se poursuive, puisque cette offrande n'était plus pure. Il passa derrière Yuri et la prit dans ses bras. Les jeunes femmes présentes rougirent en observant la scène. Il annonça que cette jeune fille avait partagé sa couche et qu'il ignorait qu'elle était destinée à être offerte en sacrifice. Il avait donc déjà pris sa pureté et son innocence. Nakia tenta de protester, mais Kyle avait désormais l'avantage. Il murmura discrètement à Yuri de confirmer son histoire, si elle tenait à garder la tête sur les épaules. Yuri ne voulait pas mourir ici, même si, en réalité, il ne s'était fait qu'un baiser. Le roi accepta cette explication. Kyle emmena alors Yuri avec lui, déclarant qu'elle lui appartenait désormais. Il assumerait la responsabilité d'avoir rendu cette offrande impure en offrant 100 génisses vierges au temple en compensation. Son père lui fit remarquer que, même s'il passait son temps à courir après les femmes, il espérait qu'il finirait par trouver une véritable épouse et se marier. Kyle répliqua qu'avec tant de jolies princesses autour de lui, il était bien difficile d'en choisir une seule. En rejoignant son char, il dit à Kikuri qu'il était temps de partir. Kyle poussa ensuite Yuri vers lui. Yuri comprit alors que le prince et Nakia n'étaient pas alliés. Il était même probable que Nakia le considère comme le plus grand obstacle à ses projets. Yuri expliqua que Nakia l'avait amené ici contre sa volonté et qu'elle n'avait aucune idée de l'endroit où elle se trouvait. Kikuri remarqua que seule une simple paysanne pouvait ignorer qu'il se trouvait dans la capitale de l'Empire hittite. Il lui demanda si elle venait d'Égypte. C'était tout de même très loin d'ici. Kikuri rappela ensuite que l'Égypte traversait une période de trouble depuis le règne de son dernier pharaon. Kyle trouva que cette hypothèse avait du sens. Il ajouta qu'il trouvait le destin de Toutankhamon bien malheureux. En entendant ce nom, Yuri le reconnut immédiatement. Toutankhamon était un jeune pharaon, encore plus jeune que Kyle. Yuri se demanda si cela signifiait qu'elle se trouvait dans l'ancien Moyen-Orient. Elle avait l'impression qu'il s'agissait d'une plaisanterie de très mauvais goût. Ses parents, ses frères et sœurs, Imuro, ils avaient tous disparu. Elle supplia Kyle de la renvoyer chez elle. Elle voulait rentrer. Hattusa est la capitale de l'Empire hittite, au XIVe siècle avant notre ère. Voici l'histoire d'une jeune fille qui parcourt les vastes étendues de l'Anatolie. L'histoire d'une jeune femme guerrière, vivant sous les vents brûlants du fleuve Rouge. Un instant, elle célébrait son premier baiser avec le garçon qu'elle aimait. L'instant d'après, des mains mystérieuses l'entraînaient à travers les eaux, jusqu'à un ancien empire, où une reine impitoyable
projetait de sacrifier son sang afin de s'emparer du trône. Sa seule chance de survivre repose sur un prince aussi séduisant que dangereux, qui la sauve en prétendant qu'elle lui appartient déjà. Mais pour pouvoir rentrer chez elle, elle devra affronter cette même reine qui cherche à la tuer. Et tandis que le prince risque sans cesse sa vie pour la protéger, le souvenir du petit ami qu'elle a laissé derrière elle commence peu à peu à s'effacer de son cœur. Prisonnière de ce passé vieux de plusieurs milliers d'années, elle devra échapper à la magie meurtrière de la reine, avant que tous ceux qui lui viennent en aide n'en paient le prix. Oh, je vais te jeter une malédiction. Enfin, la malédiction, c'est que je ne pourrai plus continuer à présenter ces séries si vous ne vous abonnez pas. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et maintenant, passons à la suite. Pendant qu'elle se baignait, Nakia ordonna à son complice d'aller chercher l'eau noire et de l'envoyer au palais de Kyle. En contemplant le ciel étoilé, Yuri se demandait pourquoi tout cela lui arrivait. Un peu plus tôt, lorsqu'elle était avec Kyle, elle l'avait supplié de la renvoyer chez elle. Il lui avait alors demandé pourquoi la reine l'avait enlevée. Yuri lui expliqua que Nakia voulait faire monter son propre fils sur le trône. À cet instant, Yuri ne souhaitait qu'une seule chose, retrouver sa famille. Mais comment pouvait-elle seulement y parvenir? Un jeune garçon entra alors dans sa chambre en apportant son repas. Au premier regard, Yuri crut qu'il s'agissait de sa sœur, Aimi. En regardant de plus près, elle réalisa pourtant que c'était un garçon. Tito lui expliqua que Kyle l'avait envoyé pour prendre soin d'elle. Il était très enthousiaste, car Kyle n'avait encore jamais amené une femme dans son palais. Tito offrit une fleur à Yuri, qui l'accepta avec plaisir. Elle lui demanda ensuite s'il était possible de tuer quelqu'un en sacrifiant une autre personne. Lorsqu'il lui répondit qu'un tel acte constituait un crime, elle comprit que c'était bel et bien possible. Cependant, cela ne pouvait être accompli que par un puissant conjurateur. Il ajouta que si un conjurateur faisait venir quelqu'un d'un endroit très éloigné, seule cette même personne serait capable de le renvoyer là d'où il venait. Autrement dit, seul le lanceur du sort d'origine pouvait annuler l'enchantement. Plus tard dans la nuit, Tito remarqua qu'il y avait une jarre d'eau supplémentaire. L'homme qui l'accompagnait lui expliqua qu'il avait acheté cette cruche à un marchand d'eau de passage. En apprenant que cette eau était fraîche et délicieuse, Tito décida d'en apporter à Yuri le lendemain. Pendant son sommeil, une partie de la eau noire s'échappa de la jarre, s'insinua dans son oreille et prit possession de son corps. Pendant ce temps, Yuri quitta discrètement sa chambre. Même si elle ne voulait plus s'approcher de la reine, Nakia était la seule capable de la renvoyer chez elle. Si Yuri voulait retrouver sa famille, elle n'avait d'autre choix que de lui faire face. Soudain, une corde se resserra autour de son cou. Alors qu'elle se débattait, Tito surgit d'en haut et pointa une dague contre sa gorge. Il trancha la corde, faisant tomber Yuri au sol. Elle recula lentement en rampant, suppliant désespérément que quelqu'un vienne la sauver. Depuis ses appartements, la reine Nakia observait toute la scène. Son complice, Urei, lui rappela que le sang de la jeune fille et son incantation étaient les deux seuls éléments nécessaires pour accomplir le rituel. Au moment où Tito s'apprêtait à tuer Yuri, une flèche vint transpercer sa main, lui faisant lâcher sa dague. À cet instant, Nakia perdit de vue ce qui se passait. Kyle accourut vers Tito. Le jeune garçon se précipita pour ramasser la dague et attaquer de nouveau. Mais Kyle le désarma aussitôt avant de lui asséner un coup de poing dans l'estomac. Tito recracha alors le haut noir. Au même moment, Yuri perdit connaissance et s'effondra dans les bras de Kyle. Elle se réveilla plus tard et découvrit qu'elle était allongée à côté de lui. Rougissante, Yuri sortit précipitamment du lit. Kyle lui expliqua qu'il avait appliqué une pommade sur l'ecchymose qu'elle avait au cou et qu'elle guérirait rapidement. Il fut soulagé d'apprendre qu'elle ne souffrait plus. Concernant Tito, il lui expliqua que celui-ci avait été manipulé par Nakia. Il était évident que toute cette affaire faisait partie des manigances de la reine. En regardant Yuri, Kyle estima qu'elle comprenait ce que signifiait le fait qu'un homme garde une femme auprès de lui. Il la prit alors dans ses bras par derrière, ce qui la fit sursauter. Il lui dit qu'il n'avait pas besoin d'une épouse, mais qu'il accepterait volontiers une concubine. Lorsqu'il l'embrassa dans le dos, Yuri cria le nom de Himuro. Elle lui expliqua que Himuro était l'homme qu'elle aimait. Quant à Kyle,
elle ne le supportait pas. Cette réponse le vexa légèrement. À cet instant, des cloches retentirent, annonçant l'exécution de Tito pour avoir tenté d'assassiner un membre de la famille royale. Il s'agissait d'un crime passible de la peine capitale. Comme Kyle avait pris Yuri sous sa protection, celle-ci était désormais reconnue comme une consort royale. Malheureusement, il n'existait aucune preuve démontrant que Tito avait été manipulé par la reine. Kyle ne souhaitait pas non plus voir le jeune garçon mourir, mais il ne pouvait pas aller à l'encontre de la loi. Malgré cela, Yuri lui demanda où se trouvait le lieu d'exécution. Elle avait l'intention d'aller sauver Tito. Au lieu d'exécution, les gens étaient attristés de voir un si jeune enfant condamné à mort, tandis que d'autres le traitaient d'insensé pour avoir tenté d'assassiner un membre de la famille royale. Les larmes aux yeux, Tito accepta que sa fin était arrivée. C'est alors que Yuri accourut, en déclarant devant tout le monde qu'il n'avait rien fait de mal. Cependant, il s'agissait d'une question de statut social. Si Tito avait blessé un simple roturier, il n'aurait été puni que d'une amende ou de travaux forcés. Yuri demanda donc à être celle qui infligerait à Tito des travaux forcés extrêmement pénibles. Puisqu'elle était suffisamment importante pour faire exécuter quelqu'un, on pouvait au moins écouter sa demande. Kyle lui expliqua que les nobles ne pouvaient ainsi pas abuser de leur autorité pour régler des affaires personnelles. Yuri trouva cela absurde et répondit que le statut n'existait que pour permettre aux puissants de protéger les plus faibles. S'ils n'utilisaient pas leur autorité maintenant, alors quand étaient-ils censés le faire? Tout le monde fut stupéfait par son raisonnement. Kyle ne trouva aucun argument pour la contredire et accepta finalement de repartir avec Tito. Il n'avait pas le cœur de repousser ses supplications. Il la souleva doucement et déposa un baiser sur son front. Une fois Tito libéré, celui-ci promit de servir Yuri pour le reste de sa vie. Plus tard, Yuri demanda pourquoi seuls les lanceurs de sorts pouvaient annuler leurs propres sortilèges. Kikuri lui expliqua qu'en réalité, tout mage de rang équivalent pouvait également les dissiper. Et justement, une telle personne se trouvait devant elle. Oui, nul autre que Kyle. Il était prêtre. Il expliqua que, pour renvoyer Yuri dans son monde, il devait recréer exactement les conditions de son arrivée. Tout d'abord, les 7 sources de Hattusa devaient être remplies. À cette saison, elles se remplissaient lorsque l'étoile du matin brillait à l'est. Il devait donc attendre ce moment précis. Pour satisfaire la seconde condition, ils avaient besoin des vêtements que Yuri portait lorsqu'elle était arrivée dans ce monde. Kyle ordonna alors à Kikuri de découvrir ce qu'il était advenu de ces vêtements. Il empêcha Yuri de les suivre et lui expliqua que la reine ne possédait pas seulement des pouvoirs magiques, son autorité n'était inférieure qu'à celle du roi. Si Yuri tenait à conserver sa tête sur ses épaules, elle devait attendre ici patiemment. Yuri était heureuse à l'idée de pouvoir enfin rentrer chez elle. Une fois que les 7 sources seraient remplies et qu'elle aurait retrouvé ses vêtements d'origine, le prince pourrait la renvoyer dans son monde. Tito lui donna quelque chose à boire et lui assura que le prince la protégerait sans aucun doute. Yuri reconnut que Kyle l'avait sauvée à de nombreuses reprises depuis leur rencontre. En retour, elle n'avait cessé de lui crier dessus et de le repousser. Tito était émerveillé de voir qu'elle osait répondre sans cesse au prince. Ses 3 grandes sœurs étaient incapables de prononcer le moindre mot lorsqu'elles se retrouvaient face au prince Kyle. Il expliqua qu'il avait 3 grandes sœurs et que le torque qu'il portait autour du cou lui avait été offert par elle lorsqu'il avait quitté la maison. Yuri remarqua que sa petite sœur, Amy, lui ressemblait beaucoup. Même si la vie dans ce monde était très difficile pour elle, sa rencontre avec Tito lui avait redonné le sourire. Tito appréciait lui aussi la compagnie de Yuri, mais il souhaitait qu'elle reste vivre avec eux. Personne ici n'était comme Yuri, et il était persuadé que Kyle serait profondément attristé lorsqu'elle retournerait dans son pays. En entendant cela, Yuri rougit. Il s'avéra que la reine avait pris les vêtements de Yuri. Il était évident qu'il s'agissait d'un piège destiné à l'attirer. Il n'avait donc plus d'autre choix que d'attendre. Malgré cela, Yuri demanda pourquoi elle devait dormir avec Kyle. Il lui répondit qu'il était le plus célèbre séducteur de tout Hattusa. Il ne pouvait pas laisser les gens croire qu'il ne l'avait pas encore conquise. Rougissante, Yuri se cacha sous les couvertures et lui demanda de lui promettre qu'il ne se passerait rien. Kyle la prit alors dans ses bras, la laissant sous le choc et sans voix,
mais son regard semblait fixé ailleurs. Nakia avait perdu la trace de Yuri, et Erhai pensait que le prince la gardait constamment à ses côtés. À cet instant, Nakia retrouva Yuri, qui avait quitté le prince. Voyant que Yuri cherchait à récupérer ses vêtements, Nakia était prête à l'accueillir. Tito surprit Yuri en train de tenter de s'échapper et l'avertit de ne pas partir. Mais comme elle insistait pour récupérer ses vêtements, il décida de l'accompagner. De toute façon, Yuri ne connaissait pas le chemin menant au palais de la reine. Lorsqu'ils furent partis, Kyle sortit de ses appartements à la recherche de Yuri. Kikuri l'informa également que Tito avait disparu. Kyle se demanda pourquoi Yuri croyait qu'il comptait passer toute la nuit avec elle, parmi toutes les jeunes femmes. « Frère, tu aurais simplement dû lui dire franchement que tu la protégeais, au lieu de jouer les séducteurs sans rien lui expliquer. » Kikuri ajouta qu'il semblait prendre plus de plaisir en compagnie de Yuri qu'avec n'importe laquelle de ses autres consortes. Kyle rougit, mais fit comme s'il n'avait pas entendu cette remarque. Pendant ce temps, Tito et Yuri n'avaient aucune idée qu'ils étaient observés. Soudain, l'un des gardes surgit des eaux noires, assomma Tito et emporta Yuri. Une fois installé sur l'autel sacrificiel, Yuri aperçut ses vêtements. Avant que Zua ne puisse s'amuser avec elle, la reine l'arrêta. Cette proie lui appartenait, et Nakia avait l'intention d'obtenir la tête de Yuri. Zua demanda à conserver le reste de son corps, afin d'ajouter sa peau d'ivoire à son manteau confectionné en peau humaine. Nakia recommença alors ses incantations. Yuri était sur le point de perdre la vie, alors même qu'elle venait de trouver une chance de rentrer chez elle. Elle pensa à sa famille, mais lorsqu'elle essaya d'imaginer Himuro, c'est le visage de Kyle qui apparut dans son esprit. C'est impossible. Cela ne fait pourtant que quelques jours, non? À cet instant, Tito vint à son secours en poignardant Zua dans le dos. Il écrasa ensuite la tête du colosse contre le bassin rituel, faisant s'écouler toute l'eau. Yuri récupéra rapidement ses vêtements, puis tous deux se précipitèrent vers la porte. Avant qu'ils ne l'atteignent, Zua surgit de l'eau sous leurs pieds et attrapa Yuri. Tito le poignarda aux mains afin de la libérer. Lorsqu'ils arrivèrent devant la porte, Tito resta en arrière pour retenir Zua. Il remercia Yuri de l'avoir sauvée de l'exécution. En refermant la porte derrière elle d'un puissant coup de pied, il lui souhaita de vivre heureuse. Yuri frappa désespérément contre les portes en le suppliant de les rouvrir. Lorsque Kyle et Kikuri arrivèrent sur les lieux, elle les supplia de sauver Tito avant qu'il ne soit tué. Elle s'accusait d'être responsable de tout cela. En entrant dans le palais de Nakia, Kyle déclara à la reine que l'un de ses serviteurs était entré par mégarde dans sa résidence. Comme il fallait s'y attendre, Nakia prétendit ne pas savoir de quoi il parlait. Yuri l'accusa aussitôt de mentir. Elle affirma que ce serviteur n'était autre que le garçon qui l'avait sauvé, après que la reine avait tenté de la faire tuer. Elle exigea que Tito lui soit rendu. Mais Nakia leur ordonna froidement de quitter les lieux. Kyle demanda alors l'autorisation de fouiller le palais afin de vérifier que Tito ne s'y était pas caché. Nakia refusa catégoriquement. Elle lui rappela qu'elle était la reine, la Tawanana de tout l'Empire. Personne n'avait autorité sur elle, hormis l'empereur. Le titre de Tawanana était porté par la femme la plus éminente de l'Empire. Autrement dit, s'ils voulaient agir, ils avaient besoin de l'appui du père de Kyle. Par la suite, Kyle expliqua à Yuri qu'il avait demandé à un chambellan d'informer son père qu'il souhaitait le rencontrer. Même si l'empereur risquait de refuser une audience à une heure aussi tardive, Kyle était déterminé à le convaincre de les accompagner jusqu'au palais de la reine. À ce moment-là, Ilbani, l'intendant du palais, et également le frère adoptif de Kyle, vint à leur rencontre et leur demanda ce qui se passait. Il leur conseilla de tout abandonner et de renvoyer immédiatement Yuri dans son monde. Mais celle-ci refusa catégoriquement de partir sans Tito. Ilbani lui demanda d'abandonner tout espoir. Selon lui, Tito était probablement déjà mort. Il expliqua que la reine employait un Kashuga nommé Zua, le chef des barbares du Nord. Cet homme était tristement célèbre pour son goût des objets précieux et pour collectionner la peau de ceux qu'il tuait. On racontait même qu'il avait une préférence particulière pour la peau lisse des enfants. Ilbani ne pouvait donc pas imaginer que Zua ait épargné Tito. En entendant ces paroles, Yuri se précipita en avant. Kyle la retint aussitôt et l'embrassa passionnément. Grâce à ce geste, il parvint à la calmer. Il lui assura qu'il n'avait pas renoncé à sauver Tito. Toutes les vies avaient de la même valeur,
quel que soit le rang de la personne. S'il oubliait ce principe, il ne vaudrait pas mieux que la reine. Il lui promit qu'il ferait tout leur possible pour récupérer Tito. À cet instant, un garde arriva en courant. Il leur annonça que le corps d'un enfant venait d'être découvert à l'extérieur du mur est. Ils se précipitèrent sur les lieux. En découvrant le cadavre de Tito, ils furent horrifiés. Yuri poussa un cri d'effroi. Le corps de Tito avait été entièrement écorché, du cou jusqu'aux pieds. Yuri n'en croyait pas ses yeux. Depuis son arrivée dans ce monde, la première fois où elle avait véritablement souri, c'était grâce à lui. En repensant à ses dernières paroles, elle se dit que c'était à elle de le remercier. Serrant son corps contre elle en pleurant, elle ne trouva aucun mot pour lui demander pardon. Elle se reprochait entièrement sa mort. Le lendemain, Yuri demeurait complètement abattue, le regard perdu dans le vide. Kyle s'approcha d'elle et remarqua qu'elle n'avait rien mangé depuis le matin. Mais elle n'en avait aucune envie. Elle continuait de se rendre responsable de la mort de Tito. Elle demanda à Kyle ce qu'elle devait faire. Il la prit doucement dans ses bras et lui demanda de ne plus pleurer. Il était incapable d'expliquer pourquoi, mais il ne supportait pas de la voir en larmes. Alors qu'ils étaient enlacés, Ilbani vint les interrompre. Il rappela au prince qu'il devait renvoyer Yuri dans son monde au plus vite. L'aube suivante serait la dernière où l'étoile du matin apparaîtrait durant la saison des pluies. Après cela, il devrait attendre une année entière avant qu'une nouvelle occasion ne se présente. Yuri avait du mal à y croire. Elle allait enfin pouvoir rentrer chez elle. Pourtant, même si elle allait retrouver sa famille, elle ne semblait pas heureuse. À cet instant, elle repensa aux paroles de Tito, qui avait souhaité rester aux côtés de Kyle. Yuri savait qu'elle ne l'oublierait jamais. Mais il n'y avait plus rien qu'elle puisse faire pour lui désormais. Malgré tout, l'idée de retrouver sa famille ne suffisait pas à apaiser son cœur. Plus tard, Ilbani demanda à Kyle s'il avait réellement l'intention de renvoyer Yuri dans son monde. Il craignait que le prince n'ait oublié la raison pour laquelle il avait rejeté toutes les propositions de mariage jusqu'à présent. Kyle lui répondit que ce n'était pas le cas. Selon lui, le fait que Yuri soit devenue sa concubine n'était qu'un simple concours de circonstances. Il avait décidé de la renvoyer chez elle, et même si elle devait finalement rester, Ilbani n'avait aucune raison de s'inquiéter. Kyle se rappela alors que Yuri lui avait crié qu'elle aimait Imuro et qu'elle ne supportait pas Kyle. Lorsque la dernière étoile du matin apparut à l'horizon, le rituel commença. Kikuri informa Kyle que des gardes avaient été postés autour des 7 sources. Kyle s'attendait à ce que la reine tente d'intervenir. Mais il était lui aussi un sorcier extrêmement puissant. Il pouvait contrecarrer toutes ses manœuvres. Il rassura donc Yuri en lui disant qu'elle n'avait rien à craindre. Alors qu'elle s'approchait des sources, des mains surgirent soudainement de l'eau pour la gripper. Kyle utilisa immédiatement sa magie afin d'apaiser les eaux. Au moment où il commençait à réciter l'incantation, Zua fit irruption et s'empara de Yuri. Elle remarqua aussitôt qu'il portait au poignet le bracelet que Tito avait toujours porté. Pendant que Kyle engageait le combat contre lui, d'autres bandits Kashuga arrivèrent sur les lieux. Kikuri et les autres soldats se chargèrent de les retenir. En affrontant Zua, Kyle cria à Yuri d'entrer dans la source afin qu'il puisse achever l'incantation. Mais Yuri remarqua alors avec horreur que ce que Zua portait sur la tête n'était autre que la peau arrachée à Tito. Folle de rage, Yuri se jeta sur Zua. Elle esquiva son attaque avec agilité. Puis elle arracha le bandeau qu'il portait sur la tête avant de retomber dans les bras de Kyle. Lorsque l'aube se leva, Zua et les bandits Kashuga prirent la fuite. Yuri annonça alors qu'elle avait encore une affaire à régler dans ce monde. Elle ne pouvait pas laisser les assassins de Tito s'en tirer impunément. Elle refusa de rentrer chez elle tant qu'elle ne l'aurait pas vengé. Pendant ce temps, la reine Nakia récompensa Zua en lui offrant de nombreux trésors d'or pour avoir empêché Yuri de quitter ce monde. Désormais, elle pouvait prendre tout son temps pour capturer Yuri et veiller à ce que Kyle ne vienne plus contrecarrer ses plans. Peu après, Kyle reçut un rapport annonçant que les Kashuga avaient attaqué Elina, une ville fortifiée d'une grande importance. Un temple majeur s'y trouvait également. Kikuri ne comprenait pas comment les Kashuga avaient réussi à s'emparer d'Elina, alors que leurs forces avaient été écrasées l'année précédente. Kyle en conclut qu'ils bénéficièrent désormais du soutien d'un puissant bienfaiteur.
Tous avaient une idée de l'identité de cette personne. Cependant, Kyle demanda à Yuri de ne rien dire, car il ne disposait d'aucune preuve. Quoi qu'il en soit, le roi lui avait ordonné de repousser cette offensive. Kyle allait donc quitter Hattusa sous peu. Yuri lui demanda ce qu'elle devait faire. Ilbani lui répondit qu'elle devait rester au palais, car un champ de bataille n'était pas un endroit pour une femme. Yuri comprit alors que la reine avait probablement orchestré cette attaque afin d'éloigner Kyle d'elle. Voyant qu'Ilbani ne souhaitait pas sa présence, elle lui demanda pourquoi. Il lui expliqua que le prince avait autrefois juré qu'il ne prendrait jamais de concubine. Ilbani approuvait entièrement cette décision. Selon lui, le prince Kyle était un homme d'exception, destiné à occuper un jour la plus haute fonction de l'Empire. Le prince héritier, Arnuwanda, était de constitution fragile. Il n'avait aucun enfant et il était peu probable qu'il en ait un jour. Le deuxième prince, Telepinu, était né d'une mère de basse extraction. Pour cette raison, il ne pouvait prétendre au trône. En revanche, Kyle était le fils de l'ancienne reine. Il jouissait d'une excellente santé physique et mentale. Il possédait toutes les qualités requises pour monter sur le trône avant n'importe quel autre prince. En réalité, tous, à l'exception de l'actuelle reine, considéraient déjà cela comme une évidence. Si Kyle devenait roi, son épouse royale deviendrait la Tawanana, devait posséder la dignité, le caractère et les qualités indispensables à cette fonction. Ilbani se souvenait encore des paroles que le prince Kyle lui avait adressées autrefois. « Un jour, je régnerai en tant que roi. C'est pourquoi je serai extrêmement exigeant dans le choix de mon épouse. Elle devra faire preuve de l'attitude, de la prudence, du sang-froid et de toutes les qualités dignes d'un véritable dirigeant. En échange, je ne prendrai aucune autre femme. Je n'aimerai que mon épouse, aussi longtemps que je vivrai. » Depuis ce jour, Kyle recherchait la femme la plus digne de devenir son épouse. Yuri dit alors à Ilbani que le prince n'avait rien oublié de cette promesse. Selon elle, elle n'était la concubine de Kyle qu'en apparence, rien de plus. Alors pourquoi cette vérité lui faisait-elle autant de mal? Pendant que Kyle se préparait à quitter Hattusa, Nakia était persuadée qu'elle réussirait enfin à mettre la main sur Yuri. Cependant, Uraï l'avertit que le prince était peut-être assez prudent pour emmener Yuri avec lui. Même dans ce cas, Nakia déclara que cela ne la préoccupait pas. Elle révéla ensuite à Uraï la prochaine étape de son plan. Le roi accorda à Kyle les pleins pouvoirs pour agir en son nom. Il lui ordonna ensuite de partir repousser les Kashuga. Yuri se demandait combien de temps Kyle serait absent. Elle ne voulait plus continuer à lui causer des ennuis, ni lui imposer ses propres problèmes. Alors qu'il s'apprêtait à partir, elle décida au moins de venir lui dire au revoir. Yuri l'appela. Kyle lui demanda alors « Es-tu prête à affronter la guerre ?» Lui promettant de la protéger, il lui demanda de rester à ses côtés. Sans hésiter, Yuri se jeta dans ses bras, laissant tous les témoins complètement stupéfaits. En la présentant à ses compagnons, Kyle expliqua qu'elle était apparue d'une source sacrée, alors qu'Ishtar brillait dans le ciel. Comme Ishtar était leur déesse de la guerre, il affirma que celle-ci leur avait envoyé Yuri. Tant qu'elle resterait à leur côté, les Hittites remporteraient la victoire. Kyle dit ensuite à Yuri que, si elle souhaitait venger Tito, elle devait avant tout faire tout ce qui était nécessaire pour survivre. Il ajouta « Helena-Iti est la ville natale de Tito. » Pendant ce temps, à Helena, Uraï, se faisant passer pour un messager de Kyle, se rendit chez la famille de Tito. Il annonça à ses sœurs la mort du jeune garçon. Il leur mentit en affirmant que la concubine du prince l'avait tué à la suite d'une affaire insignifiante,